La chronique politique de ce grand journal tous les après-midi. Un éditorialiste vient nous raconter les coulisses de la campagne et j'ai le plaisir d'accueillir en ce mardi, comme tous les mardis d'ailleurs, David Revaud-Dallon. Bonjour David. Bonjour Steve. Vous êtes le chef du service politique du journal du dimanche et vous vous intéressez cette semaine à l'impact de la Covid-19 sur la campagne présidentielle. Comment, David, peut se passer une présidentielle sous Covid ? Eh bien, c'est compliqué, une présidentielle sous Covid et une campagne ou une élection sous Covid, quelle qu'elle soit, on l'a vu, puisqu'on en a déjà eu quelques exemples, c'est compliqué. Je crois que c'est toute la classe politique qui est embêtée par ce retour, ce regain de l'épidémie, cette perspective d'une 5e vague. Le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, a dit que c'était des chiffres fulgurants. Donc, personne, ni Emmanuel Macron, ni ses opposants, ne s'y attendaient. Alors, comment ça peut se passer, pour revenir à votre question ? Ce qui est clair, c'est que c'est une grosse déception pour ceux qui s'attendaient à mener une campagne de façon un petit peu classique ou traditionnelle. Qu'est-ce que ça veut dire, le Covid ? Ça veut dire les gestes barrières, les restrictions sanitaires. Ça veut dire adieu, meeting, porte-à-porte, tracts, distribution de tracts sur les marchés, contact humain et discussion, comme on sait faire de la politique en France depuis des décennies. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que s'il y a moins de contacts humains, moins de meetings, ça veut dire que la campagne, elle va beaucoup plus se jouer dans les médias. Et en particulier sur les réseaux sociaux aussi ? Sur les réseaux sociaux, bien évidemment, et en particulier sur les chaînes d'information en continu. Ça veut dire une présidentielle très, très médiatique, plus qu'au contact des électeurs, plus qu'au contact du terrain. Il ne faudra pas compter sur quelques grands meetings. Je pense à des meetings qui avaient marqué un petit peu les esprits dans les précédentes campagnes présidentielles. Le 14 janvier 2007, souvenez-vous, rentrée en campagne de Nicolas Sarkozy à la porte de Versailles, ou bien François Hollande, le Bourget, janvier 2012 de mémoire, et la fameuse finance. Voilà, l'ennemi de la finance. Donc il faudra pas forcément compter sur une campagne de ce type-là, mais ce qui est sûr, c'est que si ça se joue essentiellement dans les médias et sur les réseaux sociaux, ça veut dire que ça va aller très très vite et que potentiellement ça peut être assez violent. Qui pourra chercher à en tirer un avantage de cette campagne un peu différente, beaucoup plus médiatisée peut-être et beaucoup moins sur le terrain ? Alors forcément, une campagne un peu plus médiatisée, on va chercher à faire des coups et surtout on va chercher à utiliser le Covid contre celui qui est aux manettes, c'est-à-dire Emmanuel Macron. Vous l'avez remarqué, toutes les oppositions, chacun dans son style, ont immédiatement démarré avec le retour de la 5e vague et les quelques mesures qui ont été d'ores et déjà prises. Bien sûr, au premier rang, l'extrême droite, Éric Zemmour et Marine Le Pen. On l'a vu ce matin, Marine Le Pen. Absolument, puisque vous savez que c'est la fraction de l'électorat, la fraction politique, les courants politiques qui sont sans doute les plus opposés à la question du pass vaccinal, à la question des contraintes et des mesures de contraintes. Donc, sur une thématique de liberté, je rappelle que c'est là-dessus que Marine Le Pen, avant de voir qu'Éric Zemmour lui taillait des croupières, c'est là-dessus que Marine Le Pen avait entamé sa campagne. Idem de l'autre côté, chez Jean-Luc Mélenchon. Très clairement, tous les opposants, chacun dans leur style, vont essayer de profiter de cette situation, mais ça fait 2 ans qu'ils essayent de profiter de cette situation. On l'avait bien vu au plus fort de la crise. C'était compliqué pour les opposants d'exister. Certes, le président a fait des erreurs, le gouvernement a fait des erreurs, on se souvient des masques, des tests, des problèmes de vaccins au début, mais très clairement l'opposition n'en a jamais profité. Pourquoi ? Parce que c'est très compliqué de tenir une position ferme et que très souvent l'opposition faisait une proposition, une mesure et quelques jours ou quelques semaines plus tard exactement le contraire. Quand on regarde les positionnements des uns et des autres, c'était très compliqué. Donc je pense pas que les oppositions pourront certes taper sur le président Macron, mais pas forcément en bénéficier, en retirer un vrai capital politique et électoral. Justement, le président Macron, est-ce qu'il pourrait bénéficier de cette évolution des modalités de la campagne ? Alors, on le sait, traditionnellement, le président, le pouvoir en place, en période de crise, on l'avait vu avec François Hollande pendant les attentats de 2015, eh bien, bénéficie du soutien de l'opinion. C'est normal, les citoyennes, les citoyens se retournent, c'est un réflexe absolument traditionnel et spontané, se retournent vers le pouvoir en place dès lors qu'il y a une crise. Ça, c'est la première chose. Ensuite, quand vous regardez un petit peu dans le détail, un peu finement, quelle a été l'appréciation de la gestion de la crise sanitaire par le président Macron, alors, les Françaises et les Français sont pas dupes, ils savent très bien qu'il y a eu des erreurs, qu'il y a eu même, on peut le dire, des mensonges au sujet des masques initialement. Au début de la première vague. Au début de la première vague, souvenez-vous, quand on expliquait que les masques ne servaient à rien, en réalité, c'était pour habiller le fait qu'on n'en avait pas. Ça, les Français s'en souviennent très bien. La question des tests, qui n'ont pas très bien été organisés au début, la logistique des vaccins
dans un premier temps. Mais après, tout s'est remis dans l'ordre. On voit que la France est plutôt parmi les bons élèves en termes de taux de vaccination des plus de 18 ans. Et quand vous regardez dans le détail, les Français, dans les sondages, ils vous disent bon, ok, le président, il a sans doute fait quelques bévues, quelques broutilles au début. Tout n'a pas été absolument parfait. Mais quand on regarde les autres, on se demande qui aurait mieux géré la crise que lui. Et très clairement, ça, c'est un bon point pour le président. Est-ce qu'il pourrait aussi en pâtir ? Et oui, c'est à double tranchant, parce que le président Macron, on l'a vu, il a un terrain d'exercice favori, une thématique, un sujet sur lequel il aimerait bien que la campagne se déroule, c'est l'économie, bien sûr, son point fort. On l'a vu lors de sa rentrée politique, lorsqu'il est allé à Marseille pour plaider pour le développement économique et accessoirement signant quelques gros chèques. On l'a vu quand il a présenté son plan France 2030, un plan d'investissement à long terme pour projeter la France vers l'économie du futur, les secteurs à haute valeur ajoutée, l'hydrogène, les nouvelles technologies, etc. Et forcément, un sujet qui le ramène au sanitaire, c'est pas très bon pour lui parce que d'abord, on l'a vu dans le point précédent, c'est sans doute facteur de polémique, et puis surtout, ça l'empêche de dérouler, lui, son argumentaire et son projet, son programme, qui est d'abord et avant tout centré sur l'économie. Quelle surprise pourrait encore nous réserver cette campagne qui a encore 6 mois devant elle ? Il y a beaucoup de surprises, évidemment. La première surprise, c'est que finalement, ce Covid, on l'avait un petit peu oublié. Les citoyens, à notre niveau, on aurait bien aimé qu'il passe son tour. Y compris au sein de l'exécutif, on n'imaginait pas une 5e vague. Alors, au sein de l'exécutif, vous avez remarqué que effectivement, il y a eu aussi cette surprise. Je pense que le président Macron, il avait axé toute sa rentrée, on l'a dit, tous ses déplacements, toutes ses aides financières, tous ses programmes, tout son déroulé sur le projet France 2030. Il avait centré ça sur finalement une France débarrassée de la crise sanitaire ou qui était en passe de s'en débarrasser. Bien sûr, l'épée de Damoclès, il le savait, c'est sa 5e vague, donc il commence à avoir l'habitude, le président. L'épée de Damoclès planait toujours au-dessus de la tête de l'exécutif, mais ce qui est certain, c'est qu'il n'attendait pas un retour aussi rapide et avec une telle force, puisque je rappelle qu'il y a encore une semaine, on mettait en avant l'exemplarité française par rapport aux voisins. Et il n'y avait pas de motif de s'affoler quand vous écoutiez les membres du gouvernement et les conseillers du président. Donc ça, c'est la première des surprises. Et puis, les autres surprises, c'est sans doute ce que vont nous révéler les propositions des opposants. Parce qu'évidemment, je le disais tout à l'heure, beaucoup ont proposé énormément de choses, pas forcément très carrées, pas forcément très bien organisées, et puis surtout, proposaient souvent tout et son contraire. Donc on va revoir à nouveau un catalogue de mesures plus diverses et plus ou moins étayées, plus ou moins travaillées, plus diverses et variées que les autres. Donc, beaucoup de surprises à attendre de cette 5e vague, ou plutôt de ses implications sur le plan politique. Je suis pas du tout certain que d'ici la fin de la campagne, je rappelle qu'elle se termine assez tôt, puisque les 2 tours de la présidentielle ont lieu le 10 et le 24 avril, et il est pas du tout certain que d'ici cette date, on en soit totalement dégagé de cette pandémie qui vraiment commence à peser lourd sur le moral des Français, mais aussi sur le moral des candidats et des candidates à la présidentielle. Merci beaucoup David Revaud-Dallon pour cet éclairage politique en route vers la présidentielle. C'est à retrouver en podcast sur radioj.fr. Nous serons demain avec Alexis Lacroix d'Actualité Juive. À mardi prochain, David. À mardi.